Et nous accueillons cet après-midi Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, pour travailler sur les crédits consacrés à l'enseignement agricole dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023. Je dois vous dire, Monsieur le ministre, que nous sommes très sensibles à votre venue parce que tous vos prédécesseurs ne l'ont pas fait. Je crois que le dernier ministre de l'Agriculture qui est venu dans cette commission de la culture, de l'éducation et de la communication était Didier Guillaume. Donc merci d'être venu ici pour nous parler du budget de l'enseignement agricole, peut-être plus généralement aussi de la vision que vous avez de cet enseignement agricole. Vous savez que le Sénat est très attentif à la question agricole en général et que notre commission est particulièrement attentive à la question des crédits de l'enseignement agricole. Notre commission s'est ainsi fortement mobilisée avec un certain succès, je crois, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2021, pour dénoncer les risques qu'encourait l'enseignement agricole si le schéma de rationalisation des moyens envisagés et la trajectoire budgétaire retenue par le gouvernement n'étaient pas amendés. Certains de nos collègues ont par ailleurs activement participé aux travaux de la mission d'information lancée l'an dernier à la demande du groupe RDSE, dont Nathalie Delattre était rapporteure, qui a formulé 45 propositions visant à préserver un enseignement agricole de qualité dans l'intérêt des filières agricoles et alimentaires et au nom de la cohésion des territoires. Vous aurez sans doute l'occasion de nous indiquer dans quelques instants si les difficultés identifiées à l'occasion de cette mission, parmi lesquelles la concurrence que se livrent les établissements entre eux ou qu'ils rencontrent avec des formations d'éducation nationale, la diminution continue des ETP qui a perturbé la mise en œuvre de la réforme du baccalauréat ou encore les pertes financières enregistrées par certains d'entre eux du fait de la crise sanitaire demeurent toujours d'actualité. Je vous proposerai, Monsieur le Ministre, de diviser cette audition en 3 temps. D'abord, de vous donner la parole pour un propos liminaire d'une quinzaine de minutes. Ensuite, je donnerai la parole à notre rapporteur pour les crédits budgétaires, cette fois-ci. Notre rapporteur pour les crédits budgétaires, pas en tant que rapporteur de la mission d'information, Nathalie Delattre. Et s'ils veulent intervenir également, nos rapporteurs Stéphane Piednoir et Laure Darcos au titre des questions d'enseignement supérieur et de recherche agricole. Et puis après, bien entendu, chacun d'entre vous pourra intervenir et interroger directement le ministre. Je rappelle que cette audition est captée et diffusée en direct sur le site du Sénat. Monsieur le ministre, sans plus tarder, je vous cède le micro. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je tenais d'abord à vous remercier de votre invitation, Monsieur le Président, car cette audition va nous permettre, je l'espère, d'échanger de manière approfondie. C'est l'enjeu de cette audition et c'est ce qu'elle permet, je crois. Les enjeux de l'enseignement agricole, qui est pour moi un des biens communs, une des fiertés et une des spécificités de notre politique éducative et agricole. Plus encore, l'enseignement agricole est un puissant vecteur de reconquête de notre souveraineté alimentaire et un atout inestimable pour que l'impératif de lutte contre le dérèglement et le réchauffement climatique irrigue notre société tout entière et que les secteurs agricoles, alimentaires et forestiers accélèrent encore les transitions dans lesquelles ils se sont engagés. Et ceci est d'autant plus vrai que notre enseignement agricole bénéficie d'un véritable enracinement local. C'est l'une d'ailleurs de ses spécificités. Je rappelle 800 établissements présents partout en France, dans l'Hexagone et en Outre-mer, qui sont en lien étroit et quotidien avec le monde agricole et rural, les collectivités territoriales, ainsi que les organismes de recherche. Cet ancrage territorial est une vraie force pour expérimenter, innover, inventer l'agriculture de demain. Pour ce faire, l'enseignement agricole dispose de 250 exploitations agricoles ou ateliers technologiques dans des établissements divers. Ce sont à la fois des supports concrets de formation et de diffusion de pratiques innovantes que j'évoquais à l'instant. Je voudrais en premier lieu évoquer la rentrée 2022 et saluer la dynamique remarquable de notre enseignement agricole, dont l'attractivité est grandissante et ne se dément pas, avec une large palette de formations, un taux de réussite et d'insertion professionnelle particulièrement élevé, un accueil et un accompagnement de qualité qui séduisent des jeunes au profil de plus en plus variés. Nous ne le dirons jamais suffisamment, aujourd'hui 44% des élèves de l'enseignement agricole sont des filles et 90% des élèves de l'enseignement agricole ne sont pas eux-mêmes issus d'une famille agricole. Et j'ajoute que l'année scolaire 2022-2023 est marquée par une augmentation globale du nombre de jeunes qui suivent une formation
de l'enseignement agricole, de la 4e au diplôme d'ingénieur et de vétérinaire, en formation initiale scolaire ou par la voie de l'apprentissage. Et dans la démographie globale que nous connaissons, c'est un élément, me semble-t-il, à souligner, même si c'est disparate selon les filières, mais c'est important de le dire. Ces évolutions à l'œuvre témoignent, je le crois, d'une vraie prise de conscience de notre jeunesse, pour laquelle l'agriculture est essentielle au sens premier du terme. Par sa vocation productive et nourricière, la crise sanitaire et la guerre en Ukraine sont venues le souligner s'il était besoin de le faire, mais aussi parce qu'elle est source de solutions dans un contexte de changement climatique, qu'elle est porteuse de sens pour beaucoup de jeunes, d'une manière de voir la société et par conséquent d'une possibilité de la changer. Et tout en préservant ce qui fait la compétitivité et l'excellence de notre agriculture, nous devons aussi faire nôtre cette vision que porte notre jeunesse. Un agriculteur, un forestier, n'est pas un acteur économique tout à fait comme les autres. Par la relation singulière qu'il entretient avec la terre, la nature, le vivant, le végétal, la forêt et le bois, par sa capacité à réinventer des pratiques séculaires, il est avant tout un entrepreneur du vivant et un acteur des grands défis de notre temps, qu'ils soient climatiques ou sociétaux. À cet égard, l'enseignement agricole est, avec les investissements massifs portés dans le cadre de France Relance et de France 2030, l'une des pièces maîtresses pour anticiper les profonds bouleversements à l'œuvre, parce qu'il permet de penser les futures installations dans une perspective de transition écologique et énergétique, en formant des agriculteurs passionnés qui seront en même temps des citoyens éclairés. Et partant de ces constats, je voudrais dire ma profonde reconnaissance, je le dis au passage, au personnel du ministère. Ils sont plus de 18 000 fonctionnaires à œuvrer au service de notre enseignement agricole et je souhaite que devant vous les remercier pour leur engagement sans faille au service de l'avenir de nos jeunes et celui de notre agriculture et de nos forêts. Avant d'évoquer les éléments budgétaires du programme stricto sensu, je voulais partager avec vous mes priorités politiques pour l'enseignement agricole. En premier lieu, j'y reviendrai plus longuement, peut-être un peu plus tard dans mon intervention, l'enseignement agricole sera un outil majeur au service et au cœur du projet de pacte et de loi d'orientation d'avenir pour l'agriculture. Je conclurai par le travail que nous avons à faire dans ce domaine. Sa modernité, la capacité d'évolution permanente dont il a su faire preuve en font l'un des leviers les plus pertinents pour avancer en ce domaine. Cela suppose qu'une mobilisation conjointe de tous les acteurs de l'orientation des jeunes soit assurée pour que chaque élève de collège connaisse les opportunités de formation et de métier qui existent dans l'enseignement agricole. Deuxième enjeu important à mes yeux que je voudrais évoquer devant vous, celui de former plus de vétérinaires en France. Aujourd'hui, plus de 50% des vétérinaires qui exercent en France sont formés à l'étranger. Aussi, pour consolider le maillage territorial vétérinaire, élément déterminant pour améliorer la condition d'exercice de la profession, mais aussi pour continuer à assurer la sécurité sanitaire, mon ministère va continuer à augmenter le nombre de places au concours, dit concours veto. À l'horizon 2030, avec cette nouvelle augmentation des promotions et l'ouverture à la rentrée de 2022 de l'école vétérinaire privée d'intérêt général de Rouen, ce sont 840 vétérinaires par an formés en France qui arriveront chaque année sur le marché du travail, soit 75% de plus que 2017. L'objectif est que ces nouveaux recrutements d'étudiants soient adaptés aux réalités du métier de vétérinaire. Mon ministère va amplifier le concours veto post-bac qui répond pleinement aux préoccupations de jeunes générations, notamment celles issues de milieux ruraux ou moins favorisés, qui hésitent de plus en plus à s'inscrire dans un cursus généraliste de classe préparatoire, préférant dès le bac s'orienter dans des cursus intégrés conduisant en 6 ans au métier de vétérinaire praticien, notamment en rural. Cette avancée s'inscrit dans un contexte plus global de feuille de route pour lutter contre la désertification vétérinaire, qui fait d'ailleurs singulièrement écho à la désertification médicale. J'aurai l'occasion d'y revenir lors de la journée nationale vétérinaire avec l'ensemble des parties prenantes avec qui je travaille. Troisième enjeu, celui du projet de réforme de la voie professionnelle porté par ma collègue Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. L'enseignement agricole pourra bénéficier de pistes intéressantes évoquées dans le cadre de la concertation en cours, notamment la mise en place dès la 5e d'une demi-journée intitulée « Avenir », dédiée à la découverte des métiers, notamment techniques, manuels ou relationnels. Tous les métiers auxquels l'enseignement agricole prépare devront être mis en avant, en tout cas c'est l'enjeu que je me fixe. Il s'agit d'une opportunité majeure pour faire connaître l'enseignement agricole et recruter davantage d'élèves dans des métiers qui en ont besoin. La perspective potentielle que les moyens soient réorientés sur les métiers en tension, ce qui permettrait de valoriser l'enseignement agricole qui, de fait, prépare à des métiers en tension, dans la production, dans la transformation, mais aussi service aux personnes en milieu rural, puisque, comme vous le savez, un certain nombre de gens qui sont dans les services en milieu rural dépendent de l'enseignement agricole. C'est dans ce contexte, afin de préfigurer ces orientations et à l'aune des enjeux que j'ai évoqués, qu'il convient d'examiner le budget des programmes 142 et 143
dont je voudrais vous présenter les axes forts. En 2023, ce sont 2,02 milliards d'euros de budget qui seront consacrés à l'enseignement agricole, avec 1,6 milliard d'euros pour l'enseignement technique et 0,42 milliard d'euros pour l'enseignement supérieur. J'ajoute à ces moyens budgétaires ceux du CASDAR, qui représentent 660 millions d'euros et sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Sans présenter toutes les évolutions budgétaires, vos questions, j'imagine, permettront peut-être de les éclairer et d'y revenir. Je me permettrai d'insister sur 3 points qui me semblent devoir être valorisés. Premier point, la poursuite du plan pluriannuel de renforcement de la capacité d'accueil des 4 écoles nationales vétérinaires engagées en 2022, et ça fait écho à ce que je viens de dire. La taille des promotions de chacune des 4 écoles nationales d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse va être portée à 180 étudiants formés, recrutés sur concours, en favorisant la diversité sociale et géographique des lauréats. Afin de maintenir des conditions de formation de qualité, les écoles nationales vétérinaires bénéficieront d'une dotation d'État de 8 ETPT supplémentaires d'enseignants ou praticiens hospitaliers par an sur 2023-2025 et pourront renforcer leurs équipes pédagogiques et techniques en ayant les moyens de recruter 12 agents supplémentaires par an sur 2023-2025 toujours. Deuxième point, 10,3 millions d'euros supplémentaires seront consacrés à l'accueil des élèves en situation de handicap, qui participent à la hausse substantielle des moyens de l'enseignement technique agricole. Et cela fait écho à la nature même de l'enseignement agricole, qui, je le crois, apporte une attention particulière au cheminement de chaque apprenant et qui s'est toujours distingué par son caractère inclusif. Ce sont ainsi 4 377 jeunes qui sont aidés en 2021-2022, 1 252 ETP pour les AED, 1 007 pour les AESH. C'est un élément de progrès majeur que je tenais à souligner en cette semaine du handicap, dont la clôture se déroulera d'ailleurs au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. J'ajoute que 3,4 millions d'euros supplémentaires seront alloués à l'amélioration de l'encadrement et de la surveillance des élèves, ce qui comprend notamment, au regard du nombre important d'élèves en internat, c'est aussi d'ailleurs une grande spécificité de l'enseignement agricole par rapport à la filière générale. Par ailleurs, je souhaite rappeler que les enseignants bénéficieront de mesures pour revaloriser leur métier. Nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir. Enfin, 3,69 millions d'euros supplémentaires. Avec 3 millions d'euros 69 supplémentaires, le budget 2023 renforce le dispositif médico-social au bénéfice des élèves et étudiants de l'enseignement agricole technique. Il me semble qu'il s'agissait d'une nécessité, notamment au regard de l'épreuve qui ont parfois constitué la crise sanitaire et le confinement pour de nombreux jeunes, mais plus encore répondre à leurs besoins d'information, d'écoute, de repérage de leurs éventuelles difficultés pour faire en sorte de mieux y répondre. Et je continuerai de porter une attention toute particulière à ce sujet dans le cadre du dialogue social et un lien avec les équipes éducatives, et c'est ce que j'ai dit, y compris aux organisations syndicales du ministère sur ce sujet. Au-delà de ces avancées, toujours dans le champ budgétaire, mais sur ce point plus spécifique, je voudrais évoquer également brièvement un sujet auquel je vous sais attentif au sein aussi de cette commission, celui de la recherche. Le plafond du CASDAR est maintenu à 126 millions d'euros, mais j'ai obtenu de bénéficier de l'excédent de recettes 2022 qui devrait représenter 17 millions d'euros, ce qui permettra de renforcer le financement des actions entreprises par les organismes impliqués dans la recherche appliquée et le développement pour favoriser l'adoption d'innovations et de changements de pratiques, soutenant en particulier, nous en avons grand besoin, les transitions agroécologiques. En conclusion, je souhaiterais évoquer devant vous le pacte d'avenir et le projet de loi d'orientation et d'avenir agricole annoncé par le président de la République le 9 septembre dernier, sur lequel, je le souhaite et je l'espère, nous aurons à travailler et nous aurons l'occasion de travailler. 3 des 4 axes de travail en effet annoncés concernent votre commission. Au premier plan, puisqu'il s'agit de l'orientation et de la formation, de la transmission et de l'installation, et de la transition et l'adaptation face au changement climatique, notamment par la recherche et l'innovation. Je voudrais tout d'abord vous faire part d'une conviction. Je crois profondément que réussir le défi du renouvellement des générations, ça concerne d'ailleurs les chefs d'exploitation, mais ça concerne aussi les salariés en agriculture, nous impose collectivement, ce défi-là nous impose collectivement de valoriser la vocation d'agriculteurs et de salariés en agriculture ou en agroalimentaire. Parce que c'est une question d'image de la profession et c'est une question d'attractivité. Parce qu'il faut que nous disions ensemble à ces jeunes qu'ils vont exercer des métiers qui ont du sens, qui vont leur permettre de jouer un rôle déterminant dans les transitions à l'œuvre, en faveur des pratiques agricoles plus résilientes et plus durables, de nouveaux modèles alimentaires ou de la préservation de nos ressources, de la biodiversité, de nos forêts, et de s'inscrire, pour ce qui les concerne, dans une démarche citoyenne de long terme, si vous me permettez cette expression. Et c'est tout cela auquel l'enseignement agricole
peut et doit participer, me semble-t-il. Deuxièmement, vous dire qu'au-delà des moyens supplémentaires accordés à l'enseignement agricole par ces programmes, plusieurs orientations importantes ont déjà été esquissées dans la perspective de ce texte important. D'abord, la création d'un fonds de 20 millions d'euros pour l'enseignement agricole qui sera dédié à l'innovation pédagogique et au développement de formations nécessaires aux compétences de demain. Il y a des compétences qu'on connaît aujourd'hui et nous avons à travailler sur les compétences dont on peut imaginer qu'on en aura besoin demain. Ensuite, la création d'un fonds entrepreneur du vivant France 2030 doté de 400 millions d'euros pour soutenir le portage du foncier agricole et les installations en transition. Je dis souvent que, à mon sens, la question n'est pas tant la transmission-reprise, mais la transmission-transition pour faire en sorte qu'on installe des jeunes dans des systèmes agricoles dont on peut penser qu'ils seront résilients face au dérèglement climatique en particulier. Enfin, la création d'un réseau France Installation Agricole pour mieux accompagner chaque personne qui souhaite s'installer en agriculture et pour mettre en place un réseau d'incubateurs d'entrepreneurs et d'entreprises agricoles innovantes. J'ajoute un point que j'évoquais tout à l'heure d'ailleurs dans le recrutement qu'on a dans nos établissements scolaires, le fait que beaucoup de jeunes qui s'y inscrivent ne soient pas issus du monde agricole est une gageure importante pour nous, d'ouverture d'abord et d'adéquation aussi avec ces attentes qui sont nouvelles. Une grande partie des gens qui vont s'installer en agriculture ou qui vont travailler en agriculture ou en agroalimentaire ne seront pas issus de familles, parents, grands-parents ou même plus loin, qui connaissent le monde agricole. Et donc on a un défi, parce qu'il y a un défi d'attractivité pour assurer le renouvellement. Il y a aussi là un vivier qu'il nous faudra évidemment, me semble-t-il, explorer. Enfin, je voudrais terminer en vous présentant le calendrier de la large concertation qui va être engagée sur le pacte de la manière suivante. La préparation de la concertation est en cours. Elle se déroulera jusqu'au 7 décembre, le moment où je lancerai formellement la concertation, en lien notamment avec les organisations professionnelles agricoles et les chambres d'agriculture, avec tous les acteurs, les ONG, les interprofessions, la distribution, afin de construire un diagnostic consensuel et partagé sur les grandes tendances de fond liées à l'enjeu de renouvellement des générations. J'y ajoute bien évidemment, c'est pour ça que je le mets à part, les régions, qui, compte tenu des compétences qui leur sont conférées dans la réforme de la PAC, vont avoir un rôle éminent et très important, tant sur la formation, parfois, que sur l'installation ou l'accompagnement par les investissements des agriculteurs ou des entreprises agroalimentaires. S'en suivra ensuite, jusqu'en avril 2023, un deuxième temps de concertation que j'ai souhaité de niveau national, mais aussi de niveau régional, parce qu'un certain nombre des enjeux agricoles que nous avons sont très liés à des spécificités régionales, les zones de plaine, les zones de montagne, les zones qui vont être les plus impactées par le dérèglement climatique et celles qui pourraient l'être le moins. Et donc tout ça nécessite, me semble-t-il, que nous ayons, avec les chambres d'agriculture, avec les régions et avec l'État, un dialogue qui permette d'affiner les choses au niveau régional. Et ça permettra donc, avec les conseils régionaux, de travailler sur la déclinaison des enjeux, des outils, dans une logique de planification et d'adaptation locale. Enfin, à la fin du premier semestre de l'année 2023, nous aurons bâti ensemble le pacte d'avenir entre les générations et le projet de loi. Il y a le pacte et le projet de loi, qui sera la traduction de ce pacte, là où des éléments législatifs sont nécessaires, et les mesures. Quand c'est des mesures qui ne relèveront pas du champ législatif, évidemment, ce sera des mesures qui seront aussi présentées et discutées, y compris au Parlement, me semble-t-il que ça peut être utile. Orienter enfin, former en nombre et en compétences, rendre possible la transmission et l'installation, le tout en s'assurant que ces femmes et ces hommes, salariés et exploitants, cédants et entrepreneurs, disposent de l'accompagnement, des innovations, des moyens pour répondre à ces grandes évolutions de l'agriculture, des entreprises et des métiers qu'ils pourront donner corps à leurs aspirations et qu'ils pourront donner corps à leurs aspirations propres. Voilà les objectifs du pacte et du projet de loi que j'entends présenter. C'est bien un enjeu de souveraineté dont l'enseignement agricole est, vous le voyez, une clé de voûte. Et je voudrais avoir un dernier mot pour les enseignants qui ont une place pour moi très éminente dans cette affaire-là, pour faire en sorte que nous réussissions les transitions qui seront aussi, et évidemment, les acteurs et parfois ceux qui inspireront une partie des dispositions que nous aurons à décider. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais vous dire en propos liminaires. Merci, Monsieur le Ministre. Et sans plus tarder, je donne la parole à Nathalie Delattre pour une première série de questions. Oui, merci, Monsieur le Président. Je rendrai donc le rapport demain. Je présente le rapport demain à la Commission. Je saluerai l'augmentation des crédits. J'ai quand même, pour rendre un avis beaucoup plus pertinent auprès de mes collègues, et j'espère qu'ils m'en excuseront par avance, plusieurs questions encore. Des crédits en hausse, simplement je suis assez inquiète parce qu'il y a une ligne qui baisse drastiquement, ce sont les aides sociales aux élèves. Alors oui, d'accord, il y a moins d'élèves, mais est-ce que ces élèves ne sont pas
plus en difficulté que d'autres, compte tenu des allers-retours, de l'éloignement de ces établissements. Il y a un fonds lycéen qui existe à l'Éducation nationale. Est-ce qu'il n'est pas possible de créer ce même fonds dans l'enseignement agricole? Ça, c'était ma première question. La deuxième, sur la communication. On avait eu une communication et surtout une ligne budgétaire de presque 10 millions d'euros au dernier PLF pour lancer le camion du vivant qui a très bien démarré. Aujourd'hui, on ne sait même plus où il est. Il n'y a pas d'annonce avant. Il est toujours orange, mais beaucoup plus discret. Il y avait eu beaucoup de spots publicitaires. Aujourd'hui, on en voit moins et vous inscrivez près de 2 millions. Alors que nous avions salué cette hausse de la communication. Mais il faut persévérer parce que c'est en persévérant dans la communication qu'on en aura des retombées. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui des effectifs en baisse, certainement au profit de l'apprentissage. Hein. Il y a un effet d'aubaine à apprentissage, donc je suis assez sur le sujet circonspect. Mais voilà, sur la communication, quelles sont vos axes de proposition? Une mesure qui n'est pas très cher, mais qui est très attendu depuis longtemps, c'est est-ce qu'il pourrait y avoir une présentation obligatoire faite aux collégiens de l'enseignement agricole, et pas que des collégiens triés sur le volet pour être peut-être les plus mauvais qui ont accès à l'information de l'enseignement agricole, donc, mais plus largement à l'ensemble. Troisième question. Sur les ETP, alors d'abord saluer le fait qu'il n'y ait pas de diminution d'ETP, même il y a une augmentation d'ETP, 15 postes, mais sur le médico-social, donc ça veut dire une personne par région à peu près. En fait, quand on voit la taille de nos régions, Nouvelle-Aquitaine par exemple, vous voyez, un poste ou même 2 postes pour 12 départements, ça paraît court. Et savoir sous quel statut seront recrutés ces 15 ETP. Mais c'est vrai qu'il nous paraît aussi important d'avoir peut-être déjà des éléments de communication dès que vous pourrez, parce que je sais que vous allez être dans la négociation du plan ETP 2023-2027 ou un peu plus, si nous pouvions avoir quelques éléments anticipés sur les recrutements futurs. Et enfin, parce que c'était... alors non, avant-dernière, l'évolution du BTSA. On perd beaucoup de jeunes dans le BTSA. C'est pareil, hein, c'est quelque chose qui revient régulièrement. On dit qu'il faut qu'on travaille sur le BTSA. En France, c'est le seul qui se fait sur 2 années. Les enfants, enfin nos jeunes, pardon, les enfants, à mon âge, c'est tous des enfants maintenant. Les jeunes sont maintenant, ont bien intégré le LMD 3 ans. Donc, il semble pour tout le monde que l'évolution en 3 années du BTSA est une évidence. Simplement, il faut juste se mettre autour de la table pour commencer à travailler cette évolution. Donc, est-ce que, Monsieur le Ministre, vous serez le ministre de l'engagement de ce travail sur le BTSA? Enfin, en tout cas, moi, je l'espère très fortement. Et enfin, c'était une proposition de notre mission d'information. C'est très frustrant, mais nous avons au banc, quand nous parlons du programme, le ministre de l'Éducation nationale, qui est bien gentil, qui nous écoute, qui peut certainement entendre et comprendre ce qu'on lui dit, mais qui n'a pas les coups des franges. Donc, nous avions obtenu du ministre Blanquer et du ministre de Normandie qu'ils seraient tous les deux au banc pour le prochain PLF. Pouvez-vous nous confirmer que vous serez tous les deux au banc pour la présentation de notre avis sur l'enseignement agricole? Voilà, j'en ai fini. Désolée, chers collègues, d'avoir été un peu longue. On va compléter les questions des rapporteurs des crédits budgétaires de l'enseignement agricole par celle du rapporteur des crédits sur la recherche, Lord Arcos. Oui, non, mais je ne vais pas être très longue, mais merci en tout cas. Je le remercie déjà à l'avance du travail qui a été fourni par Nathalie Delattre. Moi, j'ai bien écouté ce que vous avez dit, Monsieur le Ministre, et c'est vrai que en tant que rapporteur sur la recherche, je sais le travail qui est fourni avec l'INRAE, et je pense qu'il faut en effet peut-être continuer à poursuivre
Vous savez, on a voté que la loi de programmation recherche le 1% culture scientifique. La culture scientifique, elle peut être aussi de votre côté avec l'INRAE. Et si j'avais aussi une récrimination, c'est qu'on s'est rendu compte lors de nos auditions que l'éducation nationale ne fait pas son travail pour développer ce 1% culture scientifique par le biais de l'éducation nationale. Donc j'espère que de votre côté, ça sera le cas et je pense que c'est important. Non, moi j'avais une question qui était, alors pas tout à fait annexe au budget, mais qui me paraît importante dans vos propos. J'ai des remontées de jeunes agriculteurs qui trouvent qu'aujourd'hui, les jeunes qui sortent de l'école ne connaissent que le modèle agroécologie. Et qui ne correspondent pas forcément aux modèles qui sont pluriels dans le milieu agricole, et notamment tous ceux qui sont orientés vers la production et la productivité. Et c'est vrai que du coup, quand ils sortent, il ne faut pas qu'ils sortent avec une sorte d'idéologie, il faut pouvoir réfléchir sur tous les modèles. Donc j'avais besoin que vous puissiez nous éclairer là-dessus, parce que c'est important qu'ils puissent sortir avec une formation pluridisciplinaire et que lorsqu'ils sortent, ils puissent, surtout avec les nouveaux moyens mis en place et j'allais dire d'énergie renouvelable aussi. Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui se mettent à la méthanisation, mais ne pas avoir que le côté agroécologique, mais également productivité. Et c'est vrai que peut-être cette notion-là, enfin en tout cas, je l'ai moins entendue dans vos propos, et n'est pas forcément quelque chose qui soit un des secteurs le plus développé au sein de l'enseignement agricole. Merci. Monsieur le ministre, je vais vous laisser répondre à cette première série de questions. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les rapporteurs, je vais prendre dans l'ordre des questions qui ont été posées. D'abord, sur la question des bourses en particulier. Il y a deux... On pourra vous donner d'ailleurs le détail pour éclairer avant les débats budgétaires que nous aurons en séance. Alors d'abord, il y a une revalorisation de plus 4% des bourses. Deuxième élément, vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, il y a une légère diminution du nombre d'élèves boursiers, mais on va bien couvrir les besoins de ceux qui font la demande. Troisième évolution, c'est là-dessus qu'il faut qu'on vous fasse passer les éléments, c'est qu'il y a un transfert. Alors ça, c'est plutôt technique, du programme 143 vers le programme 142, qui explique la baisse artefact de baisse, si je peux dire, que vous constatez. Donc c'est comme ça aussi qu'il faut qu'on regarde les choses. On est plutôt dans ce que sont les besoins et la couverture des besoins sur cette affaire. Sur le fonds lycéen, effectivement, il n'a pas été revalorisé pour cette année. Je prends le point, on va regarder ce que sont les choses, mais c'est vrai que sur le fonds lycéen, il n'a pas été revalorisé. Donc ça, c'est un élément qu'il faut qu'on regarde, parce que c'est un élément aussi, je l'ai dit d'ailleurs dans mon propos liminaire, d'accrochage de jeunes qui parfois ont mal traversé, ce n'est pas les seuls d'ailleurs, mais la période de la crise Covid, avec des jeunes qui sont parfois en difficulté un peu plus grande. En tout cas, sur le système social et sur le système des bourses, on est adéquation avec les moyens, légère revalorisation des bourses. Et par ailleurs, c'est plutôt le glissement du 143 vers le 142 qui explique les choses. Vous dire aussi d'ailleurs que par ailleurs, on a quand même des éléments intéressants. Je reviendrai sur le BTSA, parce que j'ai bien entendu votre interpellation. Vous dire qu'on a quand même une dynamique qui est intéressante, positive de ce point de vue-là en termes d'apprentis. On a un nombre d'apprentis et un nombre d'apprentis une hausse qui se poursuit. Les effectifs seront connus seulement en janvier, mais plusieurs milliers de jeunes supplémentaires suivront une formation par apprentissage. En 2021-2022, juste pour vous dire, 57 000 apprentis ont suivi une formation dans un établissement de l'enseignement agricole. C'est dire comme l'enseignement agricole prend sa part et sa part éminente dans cette affaire-là, et c'est 11 000 de plus que l'année précédente. Donc c'est quand même des sauts en termes de nombre qui sont des sauts très significatifs et à mon sens très positifs. Donc c'est plus 25 qui avait déjà fait suite à une hausse de plus 22, et cette année nous verrons au mois de janvier. Le juge de paix sera au mois de janvier, mais on sera dans les mêmes choses. Ça me permet de dire un mot du BTSA. Vous avez tout à fait raison, et on est bien dans l'intention. Alors vous dites, j'espère que vous serez le ministre qui le fera. En tout cas, je suis le ministre qui veut le faire. Et vous me jugerez après. On a un sujet effectivement d'attractivité de cette voie, et on le voit bien d'ailleurs, c'est les effectifs qui, légèrement, mais qui baissent. Donc on a un sujet quand même qui doit nous poser la question de comment on va donc ouvrir le chantier du niveau, notamment la question de 2 ans, 3 ans. Il nous semble qu'il
il faut qu'on trouve un système qui soit plus attractif, parce que manifestement, il ne l'est pas. Deuxième élément, il faut qu'il soit plus adapté aussi à la diversité des métiers, et à des métiers qui sont de plus en plus exigeants. Et donc, c'est dans ces pistes-là qu'on va travailler. Et donc, on va lancer les travaux de réflexion et de concertation pour évoluer sur ces questions de BTSA. Oui, de BTSA, c'est bien ce que je voulais dire. Vous avez évoqué la campagne de communication. Alors, le problème, c'est de juger sur l'étiage du plan de relance, on va dire les choses comme elles sont, puisque une partie, le plan de relance était un plan de relance. Nous ne sommes plus tout à fait dans un plan de relance, et donc par nature, les crédits, ils ont permis à l'époque de lancer ce dispositif qui, je crois, a très bien fonctionné. Ça a permis de déployer à l'époque la campagne Entrepreneurs du Vivant. Et puis, on avait confié des moyens, d'ailleurs, je le rappelle, au service déconcentré de l'État, au DRAF et au DDT, pardon, et aux directions agricoles en région, pour faire en sorte qu'elles puissent elles-mêmes décliner des actions locales. Et ça nous paraissait important de le faire. Vous dire aussi que 0,5 millions d'euros ont été consacrés à l'enseignement agricole pour une campagne de communication sur les formations elles-mêmes. Alors on est maintenant dans un train qui est... J'entends ce que vous me dites, ce n'est pas le sentiment que j'ai, mais sur le fait que peut-être on remanquerait de communication, parce que j'ai plutôt le sentiment que les choses fonctionnent bien. On a quelque chose qui continue à qui n'est plus dans sa phase de lancement, mais qui continue à se déployer sur le territoire avec le bus itinérant qui se déplace de ville en ville pour faire connaître les métiers. Et ça rencontre, à ma connaissance, un succès qui est plus grand. Mais j'entends ce que vous me dites, donc on va essayer d'être vigilant et on vous fera des retours si besoin sur le fait que nous manquerions. Je pense que là, les moyens sont bien en adéquation après cette phase de lancement, mais il faut qu'on soit vigilant, ce que j'entends en tout cas dans vos propos, au fait que la communication puisse se déployer toujours dans les mêmes conditions pour que chacun puisse trouver, par ce dispositif qui est assez innovant, parce que la question c'est le aller vers dans cette affaire-là, et c'est bien le pari que nous avons fait, c'est d'aller vers, et d'aller vers au sein des villes, avec la même idée qu'il y avait, qui était d'aller chercher des jeunes qui ne viennent pas du milieu rural ou du milieu agricole. Donc d'aller se présenter dans les villes pour dire venez au métier du vivant, il me semble que c'est un élément qui est important. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Sur les schémas d'emploi, d'abord vous dire qu'on a d'abord stabilisé les emplois et ce n'était pas la tendance sur laquelle nous étions. Vous évoquez la question de la création de 15 postes pour la mise en place, et c'est une avancée dans les équipes médico-sociales. C'est vrai qu'on va travailler maintenant pour regarder comment ils sont déployés. J'ajoute que c'est 15 cette année, et la tendance, vous savez qu'on fait un triennal dans ces affaires-là, c'est de faire 15 cette année, 15 l'an prochain, 15 l'année suivante. Alors il ne m'a pas échappé de l'annualité budgétaire, mais dans les discussions que nous avons eues avec Bercy, auxquelles mon directeur était présent, donc j'ai au moins un témoin, il a bien été acté que nous allions dans cette tendance-là, qui n'était pas un moment simplement, et donc on vous donnera les éléments, ils ne sont pas stabilisés, mais vous l'avez très bien dit encore, mais évidemment c'est un élément important. Dernier point, je ne voudrais pas oublier ce que vous avez posé comme question. L'enseignement, l'éducation nationale et l'enseignement agricole, la nécessité de mieux conforter. Alors j'entends votre invitation à venir au banc. Si je peux le faire, je le ferai, mais je ne vais pas toujours mettre de mon agenda à l'agriculture, mais si je peux le faire, je le ferai volontiers, parce que c'est bien qu'on montre. Par ailleurs, on a engagé un bon dialogue avec le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, d'abord par la voie de la formation professionnelle, parce qu'ils sont au fond assez intéressés de voir ce qui se fait dans l'enseignement agricole, plutôt comme un exemple de ce qui pourrait se faire dans d'autres voies professionnelles. Et donc, on a engagé un bon dialogue, et en tout cas, vous pouvez compter sur moi pour qu'on arrive à travailler. Ça n'a pas toujours été le cas, ce n'est pas toujours facile, hein, le dialogue entre l'éducation nationale et l'enseignement agricole, on ne va pas se dire le contraire. Mais nous avons, je crois, la ferme volonté tous les deux d'essayer de cheminer ensemble. La question, c'est que chaque jeune puisse trouver sa voie. Et s'il la trouve dans l'enseignement agricole, c'est très bien. S'il la trouve dans l'éducation, dans l'enseignement général, c'est très bien aussi. Et donc, pour moi, il n'y a pas de difficulté. Et je prends votre invitation. À la sortie, je demanderai à mon cabinet si c'est quelque chose qui peut coller avec les dates. Et donc, c'est un élément qui est important. Mais on y travaille aussi, je répète, sur la formation professionnelle. Il me semble aussi, d'ailleurs, qu'il faut qu'on essaye d'y travailler. Ce n'est pas qu'une question d'intention nationale. Il faut qu'on essaye d'y travailler aussi comme des intentions locales. Que ce dialogue-là se nourrisse. Et donc, c'est bien quelque chose qui doit être notre préoccupation, c'est de faire en sorte qu'entre le local et le national, il n'y ait pas de distorsion de message, et qu'on arrive à faire en sorte qu'au niveau local aussi, ce dialogue entre l'éducation nationale
et le ministère de l'Agriculture par la voie de l'enseignement agricole soit plus fort. Madame la sénatrice Darcos, vous m'avez évoqué 2 questions. La première, c'est la nécessité de développer la culture scientifique et la recherche aussi d'ailleurs. Vous avez raison de dire que, notamment au travers de l'INRAE, on a un institut de recherche qui est parmi les meilleurs du monde. Il faut quand même s'en féliciter déjà. Qui est reconnu mondialement sur des dizaines, pour ne pas dire des centaines de sujets qui touchent à des défis qui sont les défis que vous connaissez et qui sont des défis très importants. Comme vous l'avez vu d'ailleurs, dans France 2030, d'ailleurs il y a un certain nombre de projets qui sont en train de sortir, de recherche, d'innovation, sur l'alimentation, sur la forêt, sur l'agriculture, pour essayer de, par l'innovation, de relever les défis qui sont les nôtres. Et donc, c'est un premier élément. Et puis, deuxième élément, je ne saurais que trop partager le sentiment qu'il y aurait besoin, je ne sais pas si c'est que dans l'enseignement, mais je pense qu'on a diablement besoin de développer une culture des faits et une culture de la science. Je suis un peu tous les jours confronté à des gens qui disent des choses, sans doute sont-ils savants, mais ce n'est pas la définition que j'en avais connue quand j'étais à l'école et quand j'étais plus jeune. Et donc je trouve que c'est assez paradoxal que dans le pays de Pasteur, et pas seulement de Pasteur, de Marie Curie et d'autres, on ait une culture scientifique qui soit aussi chahutée. Et donc on a un travail à faire à la fois à l'intérieur de nos établissements, mais à l'extérieur de nos établissements pour essayer d'expliquer les choses, non pas pour les tronquer, non pas pour essayer de masquer les difficultés, mais pour dire simplement ceci est un fait scientifique et c'est quand même mieux de se baser sur les faits scientifiques pour essayer de prendre des décisions politiques, parce que sinon on prend des risques, me semble-t-il, surtout dans des moments toujours un peu émotionnels où l'émotion remplace la raison. Et pour le coup, donc on a besoin de la développer, cette culture, dans les établissements, et c'est ce qu'on fait, je crois, plutôt avec force et talent, et les équipes pédagogiques le font très bien, mais c'est un élément mais qu'il faut le faire, qu'il faut aussi développer à l'extérieur. Je me permettais, tandis que vous parliez, d'essayer de regarder la définition de l'agroécologie, la définition dictionnaire, hein, parce que je trouve que c'est intéressant, par sa définition, de dire qu'en fait, ça n'est pas opposé. L'agroécologie, ça n'est pas au service d'autre chose que la combinaison de la capacité à produire, tout en essayant de respecter des cycles et des écosystèmes qu'il faut préserver pour continuer à produire. Et je disais, l'agroécologie est l'utilisation intégrée des ressources et des mécanismes de la nature, virgule, pour mieux produire. Et donc, ce n'est pas l'un sans l'autre, et c'est l'un avec l'autre. À la vérité, l'INRAE le dit très bien d'ailleurs, facteur de production identique, sauf des règlements climatiques, on perd en production. Donc il va falloir qu'on change quelque chose, et plusieurs choses. C'est notamment le travail sur les sols. On a besoin de remettre de la matière, pour ne citer que cet exemple, de la matière organique dans les sols, parce que ça permettra de résoudre une partie des sujets d'eau, ça permettra de résoudre une partie des sujets de productivité. Vous avez des terres aujourd'hui qui se sont appauvries, et qui sont plus capables de produire ce qu'elles étaient capables de produire il y a 20 ou 30 ans. Et donc l'agroécologie, elle est au service de ça. Elle est au service de ce qu'est la mission première de l'agriculture, qui est celle de produire. Donc ça n'est pas... Je vois bien le débat qui se noue parfois. Il me semble que c'est ce qu'on essaie d'enseigner dans nos établissements. Alors il y a des sensibilités plus ou moins grandes, mais moi je pense que la production française, la souveraineté française a diablement besoin d'aller chercher dans l'agroécologie une partie de ces solutions. Pas seulement, dans la recherche aussi, et dans l'innovation aussi. Mais ce que vous ne faisiez pas vous-même d'ailleurs, mais je n'oppose pas l'un et l'autre. Après, on a aussi, il faut se le dire, des jeunes qui rentrent dans le métier, y compris des jeunes qui sont issus du milieu agricole, hein, parfois, qui sont plus sensibles à ces questions-là que ne l'étaient leurs parents ou leurs grands-parents. C'est la société qui est comme ça. Après tout, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on se soucie de savoir comment on va transmettre. Parce que le défi qu'on a, c'est qu'est-ce qu'on peut transmettre comme outil de travail. L'outil de travail, c'est quand même la terre, la biodiversité qui va avec et la capacité. Le substrat, il est quand même très naturel. Et donc, on a besoin de le préserver. Donc, je répète, vous ne l'opposiez pas, mais je pense qu'on a besoin de regarder sur ces deux pieds-là. Parce que je pense que c'est la voie de salut de l'agriculture, en partie, en tout cas. Merci. Je précise pour vos collaborateurs que les crédits seront débattus dans l'hémicycle le 1er décembre dans la soirée. Donc, pas quoi faire. Voilà, si jamais vous n'aviez pas de dîner. On continue avec
les représentants de chacun des groupes. Marie-Pierre Monnier. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je reprendrai tout à fait vos propos. L'enseignement agricole est un très bel exemple à suivre, qui d'ailleurs maille tout à fait le territoire, et c'est un enseignement souvent innovant et de grande qualité. Vous avez aussi dit qu'il fallait, alors je vais revenir à des points précis, améliorer l'accueil des élèves en situation de handicap. Donc à quel niveau? Est-ce que c'est pour répondre aux élèves qui ont des notifications MDPH mais qui n'ont pas d'AESH? Est-ce que c'est pour augmenter le salaire des AESH? D'ailleurs, est-ce que les AESH de l'enseignement agricole seront concernés par la hausse de 10% à partir de la rentrée 2023 actée dans le cadre de ce PLF? Est-ce que vous avez des éléments chiffrés concernant la progression des élèves nécessitant une aide humaine par rapport à l'année précédente? Le cas échéant, l'augmentation du nombre d'AESH prévus dans le cadre du PLF sera-t-elle suffisante pour y répondre? Parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'élèves qui ont des handicaps et qui ont besoin d'aide. Une alerte sur, je reprends ce qu'a dit la rapporteure, c'est très important en effet qu'il y ait une information sur l'enseignement agricole dans l'ensemble des collèges. Quand on avait fait cette mission sur l'enseignement agricole, on avait rencontré des jeunes qui au fond ne connaissaient pas, qui parfois y étaient arrivés par hasard, mais qui s'y épanouissaient complètement. Donc c'est important de le faire connaître et déjà dans les établissements, dans les collèges. Une alerte aussi sur la suppression des postes, parce que je crois qu'entre 2017 et 2021, c'était 300 emplois qui ont été supprimés, auxquels se sont ajoutés 16 nouveaux ETP en 22, et qui a quand même un impact sur la qualité de l'enseignement. On nous avait alerté en nous disant que, par exemple, certains travaux pratiques ne pouvaient plus se faire en groupe, avec des groupes réduits, donc trop importants. Du coup, la sécurité n'était pas assurée, et donc ça a quand même des conséquences sur la qualité de l'enseignement. Est-ce que vous avez prévu de renforcer l'attractivité de l'enseignement agricole en général, mise à mal par la récente réforme du lycée, alors qu'il est le seul à offrir une spécialité biologie-écologie qui est particulièrement précieuse au regard des enjeux actuels de transition écologique? Et puis, deux choses. La réforme de l'enseignement professionnel. Donc, l'enseignement agricole, bien sûr, est concerné. Je sais qu'actuellement, il y a des concertations, bien sûr, mais je m'interroge, est-ce que l'allongement de la durée des stages prévus dans ce cadre risque de se faire au détriment de l'apprentissage des connaissances générales et techniques que les élèves ne peuvent acquérir qu'en classe et pas en entreprise? Et par ailleurs, est-ce que les exploitations seront en mesure d'accueillir ces élèves sur des périodes aussi étendues? Et enfin, la réforme de l'apprentissage qui était actée dans la loi du 5 septembre 2018 impose à l'enseignement agricole public, seulement public, une démarche de double certification coûteuse et chronophage pour les personnels. Ils m'ont alerté, pour qui elle est un facteur de stress aussi bien au moment de la demande que du renouvellement. Est-ce que vous avez fait un bilan de l'impact de cette réforme pour l'enseignement agricole et de la double certification, particulièrement en termes financiers et de gestion des équipes? Je vous remercie. Merci, Président. Monsieur le Ministre, je me retrouve assez bien dans les objectifs que vous avez dessinés. Renouvellement des générations, transmission, transition, agroécologie, dans la définition que vous venez d'en donner, y compris lutte contre la désertification vétérinaire. Malheureusement, je trouve que les crédits que vous nous présentez ne permettent pas vraiment d'atteindre ces objectifs ambitieux. Alors, il faut reconnaître qu'il est mis fin à ce qu'on pourrait appeler la saignée qu'on a connue ces dernières années dans l'enseignement agricole, qui avait d'ailleurs valu que le Sénat rejette les crédits et engage la mission d'information qu'a rapportée Nathalie Delattre, qu'elle vient d'évoquer. Mais on est là plus dans une stabilisation de l'existant, alors que, si j'ai bien relu les propos du président de la République lui-même en septembre dernier dans la présentation du pacte que vous venez d'évoquer,
on était plus, en tout cas c'est comme ça que je l'avais compris, sur l'enclenchement d'une nouvelle dynamique. Et aujourd'hui, on n'est quand même pas tout à fait sur cette pente-là. D'abord en termes de postes, puisque je rejoins ce qu'a dit Nathalie Delattre, on est quand même sur un très faible niveau de création de postes, aussi bien dans l'enseignement agricole que dans les écoles nationales vétérinaires. Parenthèse sur les écoles nationales vétérinaires, on voit, et vous avez évoqué l'école de Rouen, se développer de nombreuses écoles privées, et la nature ayant horreur du vide, effectivement, la situation que nous connaissons a contribué à cela. Mais si on veut lutter efficacement contre la désertification médicale et développer une sorte d'aménagement du territoire, moi je pense que ça passe par réarmer la puissance publique et l'enseignement public notamment. Et sur l'enseignement agricole, des thèmes et des préoccupations ont été évoquées, c'est-à-dire que la saignée dans les effectifs, elle l'a conduit à ce que les dédoublements ne puissent pas se faire alors qu'on est sur des types d'enseignement qui le nécessitent, que des filières ou que des formations n'aient pas pu être ouvertes, ce qui handicape l'attractivité de l'enseignement agricole et puis ce qui handicape aussi un certain nombre de territoires, puisqu'effectivement, il y a un ancrage, vous l'avez évoqué, territorial fort et que pour certains territoires, pouvoir ouvrir de nouvelles formations, c'est un élément d'attractivité très important. Et donc, je pense que les objectifs sont tout à fait légitimes, mais que les crédits ne sont pas complètement, même pas au rendez-vous pour y répondre. J'ai entendu agréablement le fait que vous parliez de la voie professionnelle avec Pape Ndiaye, puisqu'il y a un sujet, on a même eu un débat là-dessus au Sénat il y a quelques jours, sur l'évolution de la voie professionnelle. Et comme mes collègues, je pense que, et comme vous-même semble-t-il, je pense qu'effectivement l'enseignement agricole peut être pas forcément un modèle à suivre, mais une voie à suivre pour faire évoluer l'enseignement professionnel. À l'inverse, ce que la ministre, qui est sous la responsabilité de Pape Ndiaye, mais aussi de la ministre du Travail, il ne faudrait pas que les inquiétudes que nous pouvons avoir sur le devenir de la voie professionnelle se transmettent sur l'enseignement agricole, parce qu'alors là, on perdrait sur tous les plans, il me semble. Une dernière question sur le fonds d'innovation pédagogique que vous avez évoqué, doté, si je me souviens bien, de 20 millions d'euros. J'ai l'impression que c'est le pendant de ce qui se fait dans l'éducation nationale, qui est évidemment un peu plus doté, on n'est pas sur les mêmes effectifs, et qui nous pose là aussi beaucoup de questions, parce que nous ne savons pas comment ces fonds vont être attribués entre établissements. En plus, dans l'enseignement agricole, il y a beaucoup d'innovation pédagogique et donc beaucoup d'établissements pourraient y prétendre. Et il y a aussi là des craintes d'une certaine mise en concurrence des établissements qui se disputeraient ces crédits. Merci. Merci. Annick Billon. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, déjà pour avoir apporté de nombreuses réponses aux questions de nos rapporteurs. Donc, je vais essayer de compléter pour éviter d'être redondante. Donc, concernant le camion du vivant, il y a eu quelques remarques qui ont été précisées par la rapporteure Nathalie Delattre. Avez-vous envisagé une évaluation de tous ces millions qui sont mis dans ce camion du vivant, parce que c'est vrai que ses débuts avaient été difficiles au moment de son lancement avec la pandémie, mais c'est vrai qu'on a du mal à percevoir l'efficacité de ces investissements. Concernant les élèves en situation de handicap, il y a eu évidemment des crédits supplémentaires, une hausse considérable des postes. Cependant, la situation reste difficile pour tous ces AESH avec des contrats assez précaires, du travail à temps partiel bien souvent, des salaires qui stagnent. Donc, s'il est évidemment nécessaire d'en recruter, qu'en est-il de la formation, de la revalorisation de ces métiers et de l'augmentation peut-être substantielle ou identique à l'enseignement scolaire. Également, sur le sujet des infirmières scolaires, le manque de temps de concertation et d'absence de formation spécifique, le pourcentage élevé d'élèves avec des besoins très particuliers dans ces classes fait que ce métier est assez peu attractif.
quid des mesures que vous pourriez prendre pour le rendre plus attractif? Concernant l'attractivité ensuite des lycées agricoles, il y avait la plateforme Horizon 2021, Horizon 21, qui permet à un jeune de voir le spectre des métiers possibles en fonction des spécialités qu'il souhaite choisir. C'était la plateforme qui avait été instaurée par le ministre Jean-Michel Blanquer. L'année dernière, notre rapporteure Nathalie Delattre se félicitait de l'intégration de l'outil numérique à des baccalauréats professionnels de l'enseignement agricole, ainsi que la spécialité biologie-écologie du baccalauréat général propre à l'enseignement agricole. Néanmoins, on soulignait que cette plateforme portait préjudice à l'attractivité des lycées agricoles, puisque 3 spécialités sont proposées en lycée agricole, le panel des spécialités plus large dans un lycée d'éducation nationale. Donc, est-ce que le ministère envisage d'élargir encore plus les spécialités proposées aux élèves pour éviter cette concurrence déloyale, si je puis m'exprimer ainsi? Concernant le renouvellement des générations et les exploitations agricoles qui sont évidemment dans une situation difficile. 55% des agriculteurs ont plus de 50 ans. Un agriculteur sur 2 partira en retraite dans 5 ans. Donc la hausse constante des effectifs depuis 2010 dans les lycées professionnels est-elle anticipée au niveau des effectifs d'enseignants et d'équipes pédagogiques? Ensuite, j'avais une question sur les équipes pédagogiques, pardon, excusez-moi, justement. En mars 2022, le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, présidé par le ministre de l'Agriculture, avait fait un certain nombre de recommandations. Envisagez-vous de toutes les reprendre à votre compte? Il s'agissait notamment de recruter des ingénieurs de l'agriculture et l'environnement sur des postes d'enseignants. Il s'agissait de faciliter l'accès des professionnels aux fonctions d'enseignants et d'autres mesures que vous connaissez bien entendu. Vous ne serez pas étonné que je vous interroge sur l'égalité femmes-hommes et de l'orientation assez stéréotypée, puisque la féminisation des effectifs s'améliore. 45% des élèves sont désormais des filles. Cependant, l'orientation reste toujours extrêmement stéréotypée, puisque le domaine de la production animale reste un domaine masculin, alors que les services et les formations dédiées aux services à la personne restent ce sont des formations assez féminines. Donc, quelles mesures pour plus de mixité, plus d'égalité et moins de stéréotypes? La réforme du pacte professionnel, ça vous a déjà été demandé. Le gouvernement avait annoncé qu'à partir de la rentrée de 2022, le tronc commun du bac professionnel agricole serait rénové, sachant que 45% des élèves de l'école de l'enseignement agricole sont en bac professionnel. Cette réforme est d'une importance toute particulière. Des conséquences sont identifiées, notamment des conséquences négatives, l'augmentation du nombre de semaines de stage et la diminution du temps scolaire, évidemment, qui percutera aussi les enseignements de matière professionnelle. Donc, plus une rémunération éventuelle de ces stages. Donc, est-ce que vous estimez suffisant la rémunération pour une valorisation de ces métiers? Et j'avais une petite question dernière sur les heures supplémentaires effectives. Une enveloppe d'HSE a été accordée en plus par le ministère de l'Agriculture pour cette rentrée. Comment encouragez-vous les établissements scolaires et de l'enseignement agricole à s'en emparer? Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Bernard Fialaire. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi aussi, je salue tous les points positifs que vous nous avez présentés. On a dit aussi que j'ai entendu que l'enseignement agricole devait servir presque de modèle pour l'enseignement en général. Il y a simplement un modèle. Quand vous dites qu'on manque beaucoup de vétérinaires et qu'une des réponses est d'ouvrir une école privée pour faire face au manque des places en école publique, c'est pas forcément le modèle que j'ai envie d'envoyer à l'enseignement en général. Moi, je m'associe à ce qu'a dit Nathalie Delattre sur le BTSA qui pourrait se faire en 3 ans. C'est la nécessité effectivement de culture générale et de matière supplémentaire pour
l'ensemble du monde agricole. Moi, je suis dans une zone viticole où les besoins de commercialisation sont aussi importants, participation même à l'accueil au tourisme, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un champ assez vaste qui doit être développé et intégré dans ces études. Et puis juste un point particulier, je voudrais savoir où on en est sur la coopération internationale. La semaine dernière, on recevait avec le groupe d'amitié France-Moldavie, le ministre des Affaires étrangères moldave, et on voit des pays qui ont besoin de former des gens sur, par exemple, la viticulture, sont très demandeurs de pouvoir venir apprendre. Et s'ils le font d'ailleurs en alternance, c'est aussi en même temps une main-d'œuvre importante dans des secteurs où on manque de main-d'œuvre et des gens qui seront motivés et qui pourront travailler, pas envoyer, comme on essaye parfois de le faire, des gens très éloignés du monde agricole pour travailler. On sait que ça ne dure pas, ils ne supportent pas ce type de vie. Mais en revanche, des alternants qui viendraient apprendre, ce serait vraiment gagnant-gagnant. C'est important de le faire. Et puis tout de même élargir au plus loin, on est, comme vous l'avez dit, le dérèglement climatique est bien pris en compte, l'agroécologie, on est assez performant. Il faut qu'on aide aussi des pays, par exemple africains, qui sont en grande difficulté et qui vont connaître dans les années à venir des problèmes climatiques importants. Il faudra qu'ils puissent faire évoluer leur technique agricole, sinon on ira vers la propagation des déserts, on verra des flux migratoires et c'est aussi des conséquences que l'on subira à moyen et plus long terme. Et je pense que l'enseignement agricole a un rôle à tenir dans cette prise en compte. Pierre Ouzoulias. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour la clarté de votre propos et un certain nombre de définitions, de concepts qui nous vont parfaitement bien. Donc, moi, je m'exprime en tant que sénateur des Hauts-de-Seine, c'est-à-dire un département où, comme je vous l'ai dit, il y a 2 vaches et aucun établissement d'enseignement agricole. Mais c'est un département dans lequel le conseil départemental, est sans doute l'un des plus gros donneurs d'ordre en matière d'alimentation. C'est sans collège. Et je crois qu'il serait vraiment utile aujourd'hui qu'il puisse se nouer des partenariats forts entre les collectivités et les lycées agricoles sur la restauration. Et notamment sur le développement d'une offre de légumerie. C'est quelque chose qui, en proche banlieue parisienne, serait extrêmement intéressante à développer. Et le second point, mais qui est lié au premier, c'est que c'est très bien de développer la culture agricole dans les terroirs agricoles, mais pour éviter que le fossé entre les citadins, qui, contrairement à ma génération, n'ont jamais mis les pieds à la campagne et voient la campagne comme le fond d'écran qui défile devant les vitres du TGV quand ils sortent de la région parisienne. Pour éviter que ce fossé s'accroisse, je crois qu'il faudrait aussi tout doucement commencer à enseigner ce qu'était l'agriculture aux gens de la ville. Ça leur éviterait de temps en temps avoir des réactions un peu irrationnelles, et je retrouve votre propos sur ce qu'est l'élevage, sur ce qu'est l'alimentation. Et peut-être que justement ces relations par le biais de l'alimentation avec des correspondances croisées entre les collectivités et les lycées agricoles permettraient de temps en temps d'expliquer aux jeunes que quand ils mangent derrière, il y a des paysans qui cultivent avec un certain nombre de techniques. Voilà quelques propositions que je peux vous faire. Max Brisson. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais d'abord, excusez mon absence, je viens d'arriver, j'avais d'autres réunions et je n'ai pas pu vous écouter, mais je lirai avec attention le compte rendu de la réunion. Moi, je suis très heureux de vous voir là parce que ça n'a pas toujours été le cas. J'ai le souvenir amer d'une séquence dans l'hémicycle où le ministre de l'Éducation nationale était bien à même de répondre aux questions que nous posions sur l'enseignement agricole. Vous êtes dans une maison où l'enseignement agricole est apprécié pour ce qu'il fait, pour la manière où, avec peu de moyens, il crée souvent
de vrais parcours qui permettent à des élèves en difficulté de raccrocher avec les chemins de la réussite. Et c'est là un travail qui est remarquable et qui souvent fait à bas bruit, mais avec beaucoup de pertinence sur nos territoires. Mais je sais que de tout cela, Nathalie Delattre, notre rapporteur, a certainement parlé. D'ailleurs, c'est au Sénat, Monsieur le Ministre, qu'il y a eu une prise de conscience à un moment d'une certaine dérive après des débats qui avaient été assez houleux, parce qu'on était assez agacés des non-réponses que l'on obtenait du ministre de l'Éducation nationale qui nous disait « oui, mais je ne peux pas vous répondre ». Bon, donc on apprécie particulièrement votre venue. Je vais vous poser trois questions, j'arrive en dernier intervenant, et si elles sont redondantes avec des questions qui auront été posées, vous voudrez bien m'en excuser. Mais j'ai trois questions. Est-ce que dans la réforme de l'enseignement professionnel qui va être portée par Madame Grandjean, et nous avons eu un débat lundi soir au Sénat, est-ce que tout ce qui est particularisme de l'enseignement agricole va être pris en compte? Est-ce que toutes les spécificités dans l'enseignement agricole, est-ce que votre liberté, est-ce que votre caractère propre va être pris en compte dans cette réforme, ou est-ce que vous allez être aligné sur le droit commun, ou au contraire, est-ce que vous allez pouvoir introduire et nourrir tout ce qui est votre spécificité et votre diversité d'ailleurs, parce que l'enseignement agricole est caractérisé par une grande diversité qui est liée à une histoire diverse. Donc voilà, quel mot aurez-vous à dire pour protéger, préserver, nourrir et amplifier ce caractère propre de l'enseignement agricole dans la réforme engagée de l'enseignement professionnel sous la houlette de votre collègue Madame Grandjean? Deuxièmement, est-ce que dans le discours qu'a le président de la République sur l'autonomie, vous avez commencé à réfléchir à des pistes dans lesquelles vous pourriez vous engouer? Je sais que les chefs d'établissement en ont envie, je sais que les équipes pédagogiques en ont envie. Est-ce que, par exemple, sur les périodes de formation en milieu professionnel, sur leur éventuelle prise en compte dans des CFP qui seraient différés, est-ce qu'il y a des réflexions à votre ministère sur la manière dont vous pourriez vivre une autonomie accrue des établissements agricoles? Enfin, la dernière question sera plus locale pour ce qui me concerne, mais j'aurais quelques difficultés à revenir dans mon département si je ne la posais pas. Dans mon département, l'enseignement bilingue en langue régionale est très développé, et je connais des chefs d'établissement agricoles qui aimeraient, du côté d'Asparin par exemple, qui aimeraient pouvoir expérimenter aussi dans l'enseignement agricole un enseignement bilingue en langue régionale, et je suis sûr qu'à un moment donné, vous ne pourrez pas rester indifférent à la parole portée par l'enseignement agricole qui, dans le passé, dans la transmission des langues régionales, a joué un rôle important et qui vous demande aujourd'hui de pouvoir connaître ce que connaissent les autres filières de l'enseignement. Je vous remercie. Et enfin, Sabine Drexler. Oui, merci, Monsieur le Ministre. Alors, je connais personnellement de nombreux jeunes qui voudraient se lancer, qui se lancent aussi dans la filière agricole, dans le maraîchage, dans l'horticulture, des jeunes qui ne sont pas issus du monde agricole, et beaucoup font face à des difficultés d'accès au foncier agricole. Et je veux dire, ces difficultés-là sont souvent décourageantes pour eux. Alors, je voudrais savoir ce que vous pourriez proposer pour permettre à ces jeunes d'avoir un outil de travail à eux et de développer leur activité, surtout quand la demande est là et qu'ils sont freinés justement par ce souci d'accès à la terre. Dernière petite intervention de notre rapporteur. Oui, juste quelques chiffres supplémentaires à préciser. Alors, on voit bien, on a eu un peu de mal à se retrouver dans les chiffres, mais on a pu s'ajuster. C'est qu'on ne parle plus en CUF, on a un nouvel indicateur. On voit bien quand même la disparité entre le financement par élève public, privé. Et on voit aussi dans ce budget que 53,6% du budget est consacré au public, alors qu'il ne représente que 40% de l'enseignement agricole au total. Donc, dire quand même que nous sommes très attachés aussi à ce que les établissements d'enseignement privés qui prennent toute leur part, 60%,
de l'enseignement agricole, avec, on le sait, que ce soit public ou privé, une qualité de l'enseignement, on l'a dit, exceptionnelle, hein, puisque les taux de réussite dans l'enseignement agricole sont bien meilleurs que ceux de l'éducation nationale, avec un public qui, au départ, est peut-être en deçà, hein, des performances de l'éducation nationale. Donc, voilà, il faudrait veiller à ce que un équilibre puisse se trouver et à l'avantage, en tout cas pas au désavantage de l'enseignement privé. C'est pas forcément un bon signe à envoyer. Le coût de l'énergie. Pas de compensation dans l'énergie, problème de l'énergie qui dure. L'enseignement agricole sont des internats qui ouvrent quand même aussi le week-end, parce que tous les enfants ne quittent pas l'internat le week-end. Et puis pour ceux de l'enseignement privé, ils louent aussi les bâtiments, hein, pour faire rentrer de l'argent. Donc ils ne peuvent pas forcément éteindre le chauffage le vendredi pour le rallumer le lundi. Donc ils ont quand même un gros coût énergétique. Est-ce que vous avez, je sais que au départ, ce n'était pas prévu, mais est-ce que vous y réfléchissez tout de même? Et puis troisième, puisque j'ai pas pu présenter mon amendement agrivoltaïsme, Laure Darcos disait qu'effectivement, nous avions d'excellentes fermes pédagogiques, un enseignement de qualité par le vécu sur ces outils pédagogiques. Est-ce que effectivement, vous pensez que l'on peut, est-ce que c'est du réglementaire de pouvoir accepter l'agrivoltaïsme sur les fermes pédagogiques de l'enseignement agricole, ou faut-il que nous posions un amendement en la matière? Merci. Voilà, je crois que tous ceux qui le souhaitaient ont pu poser une question. Monsieur le ministre, je vais vous laisser du coup répondre à l'ensemble de ces questions. Certaines, évidemment, se recoupent, notamment par rapport à la réforme de l'enseignement professionnel. Mais je vais vous laisser les prendre dans l'ordre que vous souhaitez, bien entendu. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre, et parfois je répondrai à plusieurs questions qui ont été... Et si je ne réponds pas à une question, vous me le dites, j'essaierai d'y répondre. Madame la sénatrice Monnier, d'abord, vous m'avez interrogé sur la question du handicap. Alors, peut-être vous donner des éléments, ça y est que j'ai reperdu, sur la situation des élèves. On a effectivement une augmentation assez constante des jeunes en situation de handicap. Pour l'année 2021-22, je le rappelle, 4669 en situation de handicap scolarisés dans l'enseignement agricole. Et ils ont bénéficié, eux, d'une aide conformément à une notification de la MDPH pour cela. Et c'était quasiment 1000 de moins l'année précédente. Donc on a une montée en charge qui est très puissante, ce qui justifie que nous ayons décidé cette année de prioriser les moyens sur ce sujet-là, parce que on est structurellement, la sénatrice Delatte vient de le dire d'ailleurs, dans une école, enfin dans un enseignement qui est très inclusif, mais qui accueille de ce fait une proportion de jeunes en situation de handicap globalement, autre inclusivité si je peux dire, qui est très importante. Et donc c'est pour ça. Oui, par ailleurs, ils bénéficieront de la revalorisation des 10%, et ça c'est des éléments qui me... en 2019, on avait 718 ETP à ESH, et on va passer on est en 2022 à 1000 environ. Donc on essaie de poursuivre une tendance qui permette de mieux... Je ne dis pas que c'est parfait, hein, vous savez comment... C'est déjà croisé à plusieurs reprises, mais je crois qu'on est en train d'essayer de rattraper des choses et de rattraper des choses sur cette question de la situation de handicap. Vous m'avez posé, à plusieurs m'ont posé la question de la réforme de l'enseignement professionnel, qui est un sujet sur lequel je disais que je travaillais avec à la fois ma collègue Carole Grandjean et Pape Ndiaye, mais c'est Carole Grandjean qui en a la charge. Alors, d'abord, c'est pas me répondre au sénateur Brison sur ce sujet-là, mais je reviendrai sur le sujet qui vous permettra de rentrer chez vous, et moi de sortir de la salle peut-être. Simplement, d'abord, alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est souvent le sujet qu'on pose au ministre de l'Agriculture, c'est est-ce que vous serez suffisamment indépendant de l'éducation nationale, ministère de l'Éducation nationale, et que vous préserverez la spécificité. Alors moi je dis, et je l'ai dit aux organisations, y compris syndicales de mon ministère, j'ai dit, j'ai le sentiment qu'on nous regarde plutôt comme quelque chose qui a réussi. Et donc quand on a quelque chose qui a réussi, je pense qu'il faut d'abord être fier de ce qu'on fait,
et de ne pas craindre la comparaison. Il me semble que la volonté qui est exprimée au travers de l'enseignement professionnel, c'est la volonté qu'on ait plus d'élèves qui s'engagent dans cette voie et que il y a un taux de réussite qui soit plus élevé. C'est plutôt ce que nous réussissons dans l'enseignement agricole. Et donc, comme je crois que c'est vous qui le disiez, Madame la sénatrice, l'idée n'est pas de se calquer et de se dire que ce que fait le modèle agricole est le seul qui pourrait s'imposer aux autres. Mais je pense qu'on peut se nourrir assez utilement des expériences, et je trouve que notre expérience agricole, d'enseignement agricole, de ce point de vue-là, est une expérience. Comment ? Mais c'est ce qu'on fait. Mais quand vous êtes à le ministère de l'Agriculture et de l'enseignement agricole, vous essayez de vous défier vous-même de la tentation qui serait celle de dire attention, c'est tellement mieux chez nous qu'à l'éducation nationale. D'abord, on n'a pas tout à fait les mêmes cohortes, en nombre, je veux dire, et donc ce n'est pas tout à fait les mêmes enjeux. Mais on en parle entre collègues pour essayer de regarder ce qui marche et ce qui marche. Ça me permet de dire d'ailleurs sur la question des stages, je ne sais plus qui m'a posé la question des... Annick Billon m'a posé la question des stages. Rien n'est calé pour l'instant. On voit bien la difficulté, parce qu'on est déjà dans quelque chose qui est important de ce point de vue-là dans l'enseignement agricole. Rien n'est, alors vraiment, je vous assure que rien n'est calé sur ce sujet. Je vois bien l'écueil qui pourrait être le nôtre si jamais on avait des... Comment on arriverait à faire à la fois l'enseignement qui est nécessaire et la question des stages. Rien n'est calé, donc on va regarder. On est en train de mettre en place des groupes de concertation, ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté, et puis aussi avec nos collègues pour regarder comment là on peut tenir compte, pour revenir à la question de la spécificité des contingences particulières. Vous évoquiez, Madame Billon, je crois, Madame la sénatrice, le sujet de la capacité d'accueil aussi des exploitants agricoles. Et donc tout ça doit être mis en regard, parce que l'idée c'est qu'à la sortie pour l'enseignement agricole, ça marche aussi bien, et rêvons un peu, même mieux. Il me semble que c'est plutôt ça l'objectif. Donc on est vraiment dans un travail de construction, d'abord prenant acte de ce qui fonctionne chez nous, et de regarder les ajustements qui pourraient être faits. Je pense que j'ai dit dans mon propos liminaire, la capacité à montrer les métiers, cette demi-journée ou cette journée me paraît un élément important, y compris pour l'attractivité qu'on évoquait tout à l'heure des métiers agricoles. Sur le double certificat apprentissage, alors on n'a pas fait une évaluation en tant que telle, mais ce que je peux vous dire sans avoir fait l'évaluation, c'est qu'on essaie de sortir de la double certification. Ça méritera quand même une évaluation globale. Mais l'idée, c'est d'essayer, on est en train de travailler, la Direction générale de l'enseignement et de la recherche, essaye de travailler à sortir de cette double certification, dont je peux comprendre qu'elle puisse être mal comprise, comme on dit. Madame la sénatrice Brulin, alors, je ne veux pas trahir vos propos, donc vous avez dit que vous partagiez les objectifs. Si je comprends bien ce que vous dites, c'est au fond, peut-être que les moyens ne sont pas tout à fait en adéquation avec ce que sont les objectifs que vous affichez. Moi, je vais vous dire de quoi je me réjouis déjà, c'est qu'on ait stoppé la tendance qui était structurelle, en termes d'effectifs, à la baisse des effectifs. 2, vous me trouverez toujours sur le chemin, c'est d'ailleurs comme ça que s'est passée la discussion, je le dis très simplement avec mon collègue Gabriel Attal, de mettre en adéquation les besoins et les moyens. Parce que c'est vrai qu'on est parfois en défaut les uns et les autres de dire on a telle ambition, là je crois qu'on a une adéquation besoin-moyen. Il faut aussi reconnaître qu'il y a des secteurs où, en enseignement agricole je parle, où il y a moins d'élèves, donc il n'y a pas de motif objectivement à augmenter les effectifs. On essaie de résoudre la question du handicap, donc on est dans une phase de stabilisation. Deuxièmement, je vous ai donné quelques éléments sur ce qu'on essaie d'avoir d'une tendance globale pour essayer de rattraper des éléments sur lesquels on a des besoins. Et après, j'assume aussi le fait, et c'est peut-être là-dessus qu'on peut ne pas être d'accord, c'est le fait que si les effectifs diminuent, on n'a pas forcément besoin d'effectifs supplémentaires, et à ce moment-là, on priorise sur d'autres secteurs. Il me semble que c'est comme ça qu'il faut essayer de procéder, mais moi, je me réjouis en tout cas que ce budget-là permette de... je crois que ça a été accueilli comme ça, y compris par les agents, même si c'est... Évidemment, je comprends qu'ils en aient espéré plus, mais je crois que c'est quand même, les priorités qu'on affiche sur l'inclusion, sur les vétos, j'y reviendrai après, et 2, la volonté que nous avons d'essayer de caler les objectifs avec les moyens qu'on met en face, c'est plutôt une bonne nouvelle de ce point de vue-là, mais on aura sans doute l'occasion d'en redébattre sur ce sujet. Sur la question des vétérinaires, alors d'abord, j'ai peut-être pas été assez explicite, ce n'est pas la création de l'école vétérinaire privée de Rouen qui augmente les effectifs, c'est d'abord puissamment ce qu'on a fait dans les 4 écoles qui existent. Sauf qu'on a un moment, je le dis très simplement, je sais d'ailleurs qu'il y a des projets pour certains, mais il n'y a que 4 écoles vétérinaires. Alors on pousse les murs, on pousse les murs, on pousse les murs. Mais là, on va être au maximum de ce qu'on peut pousser des murs pour faire augmenter les effectifs. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, ce n'est pas parce que c'est...
il me semble en tout cas. D'ailleurs, on vient de le dire, Madame Delattre vient de le dire, la sénatrice vient de le dire. C'est pas parce que c'est une structure privée qui porte l'enseignement qu'elle, pour autant, elle porte pas des missions d'intérêt général. L'enseignement agricole, dans sa diversité publique, privée, sous différentes formes, en plus associatives et autres, il démontre bien la capacité qu'on a à former avec un sens aigu des responsabilités et de l'épanouissement des élèves. Donc, pour le coup, je ne fais pas cette distinction-là. La vérité, c'est qu'on a une difficulté sur les métiers vétérinaires par ailleurs. C'est qu'une grande partie d'entre eux ne se destinent plus à des métiers ruraux et vont plutôt, parfois d'ailleurs dans le privé, exercer leur profession, et ils en ont bien le droit. Et quand bien même, ils ont été formés par le public. Donc on a besoin, en revanche, de travailler à quelque chose qui relève de l'attractivité du métier en milieu rural. Ce qui faisait que ça marchait en milieu rural, c'est qu'ils étaient mixtes. Ils étaient ruraux et canins, comme on dit. Je crois que c'est comme ça que disent les vétérinaires. C'est la distinction entre les ruraux et ceux qui travaillent plutôt avec les animaux de compagnie. Et ça, c'est une grande difficulté parce que beaucoup de cabinets ferment, et on y travaille d'ailleurs, et on va essayer de travailler et avoir des éléments de réponse aux vétérinaires eux-mêmes, parce que le regroupement de cabinets, un certain nombre de sujets font que petit à petit, on glisse de la médecine, enfin de médecine vétérinaire, qui faisait aussi de l'animal agricole, vers uniquement de l'animal de compagnie. Alors ça, c'est un sujet, mais ce n'est pas un sujet public-privé, c'est un sujet d'attractivité globale. Mais je répète ce que j'ai dit, il me semble que les 4 établissements dans lesquels on renforce les effectifs, on a adjoint, et ce n'est pas que moi, ça a été fait dans la continuité, les postes nécessaires pour essayer de pousser les murs et former plus d'élèves. Et 2, en complément, l'école vétérinaire qui se crée en Normandie, c'est 2 éléments qui sont des éléments importants pour essayer de rattraper le retard qui a été pris. Il me semble que c'est un sujet que je souhaitais souligner. La voie professionnelle, vous l'avez évoqué. Alors, le fonds d'innovation, ce n'est pas tout à fait la même disposition. L'idée, c'est d'arriver à... Alors, on va le travailler avec les équipes. Ce n'est pas un appel à projet. Tout le monde on essaie de travailler avec les équipes dans les établissements pour essayer de trouver des formations qui permettent d'innover sur les métiers sur lesquels on va avoir besoin de former. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment un fonds d'innovation pédagogique au sens premier du terme, et y compris sur la formation métier. Vous voyez, sur l'innovation, formation métier. Donc c'est là-dessus qu'on le fera, et là, j'ai bien l'intention qu'on travaille avec les équipes territorialement, de ce point de vue-là. Madame la sénatrice Billon, vous m'avez évoqué la question de l'évaluation du camion, de l'impact. Alors, comme vous l'avez dit, vous avez à moitié apporté la réponse, si je peux dire, parce que ça a commencé un peu par du Covid. On est un peu, je touche du bois, si on peut appeler cette année comme une année normale. En tout cas, on est dans une année normale du point de vue du Covid. En tout cas, moins stressante que les années précédentes. Je pense qu'il faut qu'on se donne un tout petit peu de temps, peut-être, de laisser passer l'année qui se déroule. Ça n'empêche pas qu'on continue, on puisse avoir des éléments qui nous permettent d'ajuster avant de procéder à une évaluation. Parce que là, on est un peu tôt pour voir, mais je pense, comme vous, que ça a plutôt beaucoup de vertus et que ça permet d'accueillir des jeunes qui découvrent des tas de choses dans ce moment-là. Donc, évidemment, moi, d'abord, j'ai toujours été un fervent partisan de l'évaluation. Mais je pense qu'il est un peu tôt, compte tenu des perturbations qu'a rencontrées cette initiative, pour faire une évaluation dès à présent. Les élèves en situation de handicap, j'ai déjà répondu, je crois, aux questions qui avaient été posées, donc on y travaille. Oui, on a besoin sans pouvoir les distinguer aujourd'hui, pour être très honnête avec vous, d'essayer de trouver quelles sont les mesures qu'on peut avoir pour renforcer l'attractivité des métiers d'infirmier, d'assistant à l'intérieur des établissements. Ça n'est pas que... Alors, quand je dis que ça n'est pas qu'une affaire de revalorisation, ça n'est pas pour éluder la question de la revalorisation. Mais je ne pense pas que ce soit le même sujet, parce que un ou deux d'entre vous ont évoqué la question des compétitions qu'il peut y avoir entre les établissements relevant de l'éducation nationale et l'enseignement. C'est parfois la rémunération, c'est parfois autre chose. Et donc, il faut qu'on essaie de travailler sur plusieurs leviers qui me semblent importants de travailler. Alors, vous me disiez la diminution des effectifs éventuellement. C'est ce que je disais tout à l'heure, on essaie de caler les effectifs là où on a un peu moins, on a moins d'effectifs, et là où on a un peu plus, on essaie de les faire évoluer. C'est comme ça qu'on essaie de rappeler les choses. Vous m'avez évoqué le rapport du CGAER. Alors ça y est, j'ai oublié la question du coup, parce que j'ai juste noté ce que... Les propositions retenues dans le rapport. Oui, mais donc ça va me revenir, je vais vous revenir.
Sur la question de la mixité, la lutte contre les stéréotypes de genre, etc., on va lancer cette année une étude avec la DGER pour travailler sur ces questions de lutte contre les stéréotypes. Alors, le fait qu'on soit à 45% féminin versus 55% masculin, c'est plutôt... Alors après, c'est vrai qu'il y a des filières dont on sait qu'elles sont plus en capacité de, comment dirais-je, d'accueillir... c'est comme ça. Alors, en même temps, le c'est comme ça ne suffit pas à la réponse. Donc, il faut qu'on essaie d'analyser un peu plus profondément. C'est pour ça qu'on va mener une étude pour regarder pourquoi on va moins vers l'élevage quand on est une femme que quand on est un homme et pourquoi tel ou tel métier. Il y a aussi quelque chose qui est, je pense qu'on décrit mal les métiers. Et dans le travail que nous avons à faire, c'est ce que je disais l'autre jour, non seulement il ne faut pas oublier les gens qui viennent pas du milieu rural ou du milieu agricole, mais il ne faut pas oublier la moitié de l'humanité non plus. Pour installer des gens en agriculture, c'est hommes et femmes. Or, comme on décrit mal les métiers, qu'on ne voit pas les évolutions de ces métiers-là, on a du mal à tirer. Et je vois bien sur... et c'est moi-même, je participe sans doute de la représentation de genre sur un certain nombre de ces sujets-là. Et donc, on va y travailler avec la DGER, et ça, c'est bien le travail que nous allons mener. C'était la place des professionnels dans l'enseignement. C'est GAER. Enfin, en particulier, les propositions qui font... L'idée, ce n'est pas de substituer des enseignants par des professionnels, d'abord, c'est plutôt quelque chose qu'on fait pas mal dans l'enseignement agricole, de faire intervenir. C'est plutôt quelque chose qui marche objectivement. Mais l'idée que parfois on puisse faire venir plus en appui du parcours pédagogique à l'intérieur des établissements, ça, j'y suis favorable. Mais ce n'est pas, pour être clair avec vous, un mécanisme de substitution qui doit s'opérer sur ces questions-là. Je vous répondrai, alors ça je vous propose de vous répondre par écrit sur la question des heures supplémentaires, parce que ça c'est des éléments que je n'ai pas sous la main. Le sénateur Filière, oui, Fialaire m'a évoqué. Alors la question des vétos privés, j'ai répondu je crois sur la question des vétos. Le deuxième, la coopération internationale. C'est très particulier au ministère de l'Agriculture parce qu'on a des coopérations dans des tas de domaines. On a des coopérations enseignement agricole avec un certain nombre de pays d'ailleurs qui viennent... qui sont plutôt des pays africains, je pense au Bénin, je pense au Sénégal, de tête. Donc on a des coopérations qui sont renforcées. Puis par ailleurs, on coopère sur les questions de recherche au travers des établissements comme l'INRAE. On coopère au travers de la Direction générale de l'alimentation sur les questions de sécurité sanitaire. Donc j'ai du mal à distinguer, mais on pourra vous faire un état des lieux si vous voulez précis sur cette question-là. Mais j'ai du mal à distinguer. Mais il y a déjà... Et puis par ailleurs... la filière de l'enseignement agricole est une des filières qui, si vous me permettez cette expression et ce mot de filière, qui mobilise le plus Erasmus. Alors c'est l'autre pendant, si je peux dire, de cette affaire-là. Et donc ça, il y a quelque chose qui est assez satisfaisant de voir que... Alors c'est des problèmes de coopération d'une nature particulière, mais c'est des jeunes qui se rencontrent aussi autour de ces sujets-là. Moi je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, même si évidemment c'est Erasmus, donc c'est moins à l'extérieur de nos frontières européennes, j'en conviens assez facilement. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les questions de coopération. Monsieur Ouzoulias, vous avez évoqué la question... en fait, finalement, c'est presque la même question. C'est le même sujet que vous avez englobé. La question du lien entre rural et urbain et comment on arrive à rendre visibles les métiers de l'agriculture. Alors, à la fois pour attirer des jeunes et en même temps pour qu'on se comprenne. Oui, alors il y a la question de l'alimentation, mais c'est pas ce que vous avez dit, mais je ne crois pas seulement qu'il faille expliquer comment on fabrique un œuf ou comment le steak aboutit dans l'assiette ou comment la salade aboutit dans l'assiette pour recréer. On a quelque chose à expliquer de ce qu'est le cycle du vivant, de comment... à quel point il y a une temporalité qui est courte pour certains cycles et une temporalité, pardon, je me rapproche du micro, une temporalité qui est longue pour d'autres. J'étais parfois désespéré d'entendre des choses sur la forêt la semaine dernière qui nécessiteraient qu'on se pose juste des questions assez simples de savoir qu'est-ce que c'est que le cycle du végétal. Quand vous en êtes avec des gens qui disent « Mon Dieu, ils ont coupé un chêne de 100 ans », oui, c'est parce qu'on en fait du bois d'œuvre, oui. Et donc on a besoin de se remettre dans le cycle, vous voyez ce que je veux dire ? Alors ça peut passer par l'alimentation, il me semble que ça peut passer tout simplement par la découverte. Alors c'est plus compliqué dans un département comme le vôtre, parce que si vous avez que 2 vaches, elles vont être beaucoup visitées, et vont peut-être se lasser du public qui viendrait les voir tous les jours, en donnant l'impression d'être dans un zoo elle-même, mais on a quelque chose
le rapport au vivant, le rapport au cycle du vivant est un rapport que nous avons perdu. Et ça n'est pas qu'une affaire urbain-rural, vous voyez ce que je veux dire? Comment? Absolument. Donc, il faut qu'on apprenne ça. La vie, la mort, la progression, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on a envie de se dire en mangeant. Mais l'alimentation peut être une entrée, pas simplement pour expliquer. Je pense qu'on bute, et moi je bute le premier, y compris dans les domaines qui sont les miens, sur l'eau, sur la forêt, sur l'élevage. On bute sur quelque chose qui est la compréhension de ce que c'est que ce cycle-là. Voilà. Et donc, ça rejoint la question de la sénatrice Darcos sur la question de l'éveil à la science. Hein. C'est l'éveil à la nature et au vivant. Donc il me semble que ça, on pourrait travailler. Mais ça ne sous-estime pas l'idée que... D'ailleurs, les lycées agricoles, je le dis au passage, sont plutôt des vecteurs. Alors, évidemment, du coup, ce n'est pas comme ça que vous rentriez chez vous, puisque ce n'est pas des établissements que vous avez beaucoup en fréquentation dans votre département. Mais c'est parmi les endroits où on fait le mieux on répond le mieux aux exigences d'Egalim dans les lycées agricoles. Alors, vous me direz, c'est un peu normal, mais c'est quand même bien de le signaler. Ça veut dire qu'aussi, ça peut être possible. Monsieur le sénateur Brisson, vous avez évoqué, j'ai répondu, dans la spécificité de l'enseignement agricole. Alors, l'autonomie des chefs d'établissement, il faut quand même se dire les choses. On est plutôt dans l'enseignement agricole, c'est d'ailleurs une partie de sa spécificité, dans des établissements où les équipes pédagogiques, les innovations qu'elles produisent, ça me permettra d'aller à la troisième question, elles respectent plutôt l'autonomie des établissements. Les équipes pédagogiques peuvent témoigner, je crois. Et il faut aussi saluer d'ailleurs les initiatives qu'elles prennent dans bien des domaines pour favoriser une forme d'autonomie et d'innovation. Il y a d'ailleurs, moi qui ai visité déjà quelques établissements d'enseignement agricole, c'est assez intéressant de voir, et elles le font d'ailleurs souvent, avec les collectivités locales. Il y a souvent des choses qui se construisent territorialement, pas qu'avec les collectivités. Je pense que c'est important. Dernière question, l'enseignement des langues régionales. On est, par culture, y compris pour les raisons que je viens d'évoquer, attentif à la nécessité de promouvoir le patrimoine immatériel et donc la diversité culturelle et donc les langues régionales. Aucune difficulté pour moi. La demande concerne... pour moi, ce que j'ai sur ces 200 élèves qui sont concernés, qui sont demandeurs, sur les 154 000, pour moi, elle est à date satisfaite. Troisième élément, je voudrais saluer le travail, parce que vous l'avez cité, du lycée d'Asparren, qui est bien connu de la DGR, et je crois que, de nos équipes au ministère, et je crois qu'ils ont des relations qui sont des relations plutôt de confiance pour essayer d'avancer sur le sujet. Donc, alors après, c'est toujours l'adéquation des moyens et de ces affaires-là, mais en tout cas, on a toujours été attentifs, y compris pour ces sujets d'autonomie des établissements et de donner la capacité d'avoir des innovations ou des différenciations. Ça relève plutôt pour moi de la différenciation entre les territoires, et la question des langues régionales auxquelles je sais que vous êtes très attachés est une question auquel nous sommes attentifs. Mais s'il y avait des difficultés, vous nous le direz, mais je ne crois pas qu'il y ait des difficultés dans le domaine. Dernier point, deux dernières questions. Madame la sénatrice, vous avez évoqué la question... alors c'est plus large que le budget, mais vous avez raison. Alors, là, pour le coup, ça me permet de rebondir sur ce que disait la sénatrice Darcos sur la question des modèles, pour le coup. Tous les jeunes qui ne viennent pas du milieu agricole, c'est pas ce que vous avez dit, mais c'est juste pour essayer de clarifier ma pensée. Il n'y a pas d'un côté ceux qui viendraient du monde urbain qui veulent plutôt faire du maraîchage, du circuit court, et puis de l'autre, la cohorte complète de ceux qui voudraient faire simplement de la production à plus grande échelle. Donc il faut qu'on... Moi, je suis vigilant à ça. Je pense qu'on aura, y compris dans les gens qui ne sont pas issus du monde agricole, des jeunes qui peuvent reprendre des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui pourront reprendre des exploitations, qui laitières, qui d'élevage au vin, etc. Il y a un potentiel encore inexploité, mais qui peut exister. Et par ailleurs, il faut qu'on essaye de satisfaire à des besoins qui répondent à des besoins de la société, les besoins par exemple, des circuits courts et en particulier en proximité de ville, du maraîchage. C'est vrai que, alors, ça n'est pas la seule difficulté, pour être très honnête, mais il y a le problème d'accès au foncier. Il faut saluer les initiatives que portent les collectivités pour les établissements publics fonciers, ce que font les agglomérations, les métropoles en particulier, puisque c'est plutôt là que ça se passe, plutôt souvent là que ça se passe, pour essayer de mettre à disposition des terrains. Ça, c'est un premier élément. Il y a un deuxième élément qu'il faut évoquer quand même, ce n'est pas lieu dans cette commission, mais c'est l'accès à l'eau, pour un certain nombre de ces... Et parfois la conflictualité que ça crée, notamment dans des territoires hyper urbanisés. Or, le maraîchage sans eau, c'est comme le reste, ça a du mal à pousser quand même.
Il me semble que ça, c'est un élément. Et puis 3, il y a un sujet quand même, au-delà des sujets conjoncturels sur le maraîchage bio en particulier, il y a un sujet de main-d'œuvre. Donc, c'est pas, il y a le foncier, vous avez raison, mais il y a l'accès à un certain nombre de ressources, je pense en particulier à l'eau, et c'est souvent des métiers qui réclament beaucoup de main-d'œuvre et où souvent les porteurs de projets ne trouvent pas une rémunération, comment on va dire, satisfaisantes et même qui sont loin d'être satisfaisantes. Et donc, il faut qu'on y fasse attention. Mais y compris dans le travail que nous allons faire dans la loi d'orientation et d'avenir et le pacte d'avenir, il faut qu'on évoque cette question du portage foncier. Mais croire que ça serait que le sujet pour qu'on installe un jeune serait, à mon avis, c'est pas le seul sujet. Mais même si là vous avez pris ce sujet-là, mais vous voyez bien ce que je veux dire, je crois, me semble-t-il. Madame la sénatrice Delattre, Madame la présidente Delattre, pour finir, il y avait la question vous avez eu raison de saluer la diversité très puissante de l'enseignement agricole. Et une diversité très puissante que je salue dans ce qu'elle se respecte, ils se respectent les uns les autres. Et cette capacité à se comprendre et à accepter la diversité du modèle d'enseignement agricole est une grande force de l'enseignement agricole. Donc je salue tous ceux qui, dans le public et dans le privé, ont cet état d'esprit, parce que je pense que c'est la force du modèle. Et c'est la force du réseau qui est créé. Hein. Il me semble que c'est un élément très important. Deuxième point, vous avez évoqué les questions qu'on a partout, hein, de défis énergétiques dans la... Alors, ce qu'on est en train de regarder, c'est établissement par établissement. Les situations ne sont pas les mêmes. C'est vrai qu'il y a une spécificité de l'enseignement agricole, compte tenu du modèle internat qui est quand même très développé. Donc, on va regarder les choses. Mais c'est plutôt établissement par établissement. Il n'y a pas, pour l'instant, rien n'est posé sur la table. On va se dire les choses comme elles sont. Certains établissements ont des contingences que d'autres n'ont pas. Donc, on est en train de regarder à quel point, parfois, ça peut mettre en défaut financier un certain nombre d'établissements. Quant au sujet de l'agrivoltaïsme, alors d'abord, les agrivoltaïsmes dans les fermes, des exploitations agricoles, des établissements d'enseignement. Alors après, la question, c'est qu'il n'y a pas de règles dérogatoires en tant que telles à date. C'est le sens peut-être de votre amendement, mais je ne sais pas. D'ailleurs, on en a un peu parlé, je crois. Enfin, je crois pas, je sais, pardon. Je fatigue à force. On en a parlé au téléphone, c'est de regarder si on peut faire une disposition ad hoc qui ouvrirait une porte ou pas sur le reste, parce que je ne vois pas comment vous pouvez dire c'est une exploitation agricole, mais parce qu'elle est enseignement agricole, elle déroge ou elle a des règles qui ne sont pas celles d'une exploitation agricole classique. Même chose pour la question des bâtiments, qui relève d'un autre registre, si on faisait du panneau photovoltaïque. Donc il faut regarder, est-ce que c'est la voie de l'expérimentation pour ce qu'on pourrait faire du démonstrateur. En tout cas, comme la navette se poursuit, et vous le savez, on en a parlé, il faut qu'on essaie de regarder... Est-ce que s'il y a une volonté partagée d'abord, si c'est le cas, moi je pense qu'un certain nombre d'établissements seraient intéressés. Parce qu'on a besoin de montrer, ça nous sort du débat de l'enseignement agricole, on a besoin de montrer la faisabilité, en quoi ça peut apporter des choses, en essayant de sortir des caricatures sur ce sujet-là. Donc moi, personnellement, je trouve que c'est intéressant d'essayer d'explorer la voie. On va voir dans la navette qui se poursuit là à l'Assemblée nationale ce qu'on peut regarder pour essayer d'ajuster, à la fois pour faire quelque chose qui peut tenir compte de la spécificité des exploitations agricoles, des établissements d'enseignement scolaire, mais à vrai dire, je ne suis pas sûr qu'ils aient des règles de droit qui ne soient pas les règles de droit commun. Ce n'est pas une zone de non-droit agricole et de non-droit bâtiment. Et donc, je vois bien les demandes reconventionnelles qu'on aurait de certains pour dire pourquoi c'est autorisé chez eux et pas chez moi, ou pourquoi eux, ils ne peuvent pas le faire et les autres peuvent le faire. Enfin, c'est ça qu'il faut qu'on essaie de regarder. Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez vu l'intérêt de la Commission pour l'enseignement agricole, parce que vous étiez nombreux à intervenir, à poser des questions qui montraient bien que l'enseignement agricole est un élément extrêmement important. Vous avez commencé par là, sur l'ancrage territorial et donc dans la vitalité aussi des différents territoires que nous représentons. Merci aussi de vos réponses et du temps que vous avez pris à nous répondre avec beaucoup d'application et surtout un souci de dialogue. Pour ceux qui vous connaissez, ce n'est pas une surprise, mais pour chacun, c'est une satisfaction. Donc merci, Monsieur le Ministre, et nous débattrons demain du rapport de notre rapporteur sur les crédits de l'enseignement agricole. Et j'ai compris merci Monsieur le Président, j'ai compris qu'il fallait que je regarde avec attention ma soirée du 1er décembre. Merci beaucoup de votre accueil. Et vous êtes bienvenu au lycée d'Asparin aussi.